Bienvenue à Vidéo Terreur, saison 5. Aujourd'hui, on continue la jarre de Satan. Ben oui, il nous reste des questions, fait qu'autant y répondre. Je suis toujours avec mon collègue et ami spécialiste des films d'horreur, Jimmy Francard. Salut Jimmy. Salut Pierre, ça va? Ça va bien toi? En forme? Ouais, bon, prêt à te replonger dans les questions. Je vous rappelle qu'on connaît pas les questions. C'est les gens qui nous ont posé ces questions-là, fait qu'on les pige puis on tente d'y répondre du mieux qu'on peut. Essayez de faire l'exercice à la maison quand vous écoutez l'épisode. Ce serait quoi votre choix à vous? Vous pouvez nous écrire. Hein? À la télé du lac, on tentera peut-être de revenir sur vos réponses un jour. Et peut-être jamais. On ne sait pas, mais c'est ça l'horreur. On ne sait pas ce qui va arriver. Hey, je me lance cette fois-ci. Go! Ça, celle-là, elle m'attire. Oh! Quel est le meilleur twist final dans un film d'horreur? C'est une excellente question parce que souvent, l'horreur, on veut amener la surprise. Hein? Ça serait quoi pour toi la twist? Là? Hey! Je le sais pas. Tu le sais pas? Écoute, c'est une bonne question. Écoute, ce qui me vient en tête, là, mais je suis même pas si on pourrait considérer que c'est de l'horreur, c'est un film avec Bruce Willis. Là. Il en a fait pas mal. Je vais vendre le punch. Là. Mais tu sais, on se rend compte que le détective, il est mort depuis le début. Là. Ah, dans le sixième sens? Sixième sens. Ouais. Mais, je sais pas. Vas-y, va, puis je sais pas, je vois quelque chose qui me vient, là. Moi, là, Final, là. comme ça, là, ça va être un de mes films favoris aussi, c'est La Nuit des Morts Vivants, Night of the Living Dead. Parce que tout se passe, là, je vous vends le punch, là, mais si vous l'avez pas écouté, écoute, il est sorti depuis 68, là. Vous aviez le temps. Vous aviez le temps. Tout se passe dans une maison, sur une nuit, attaquée par des zombies, puis c'est le premier de Romero qui a lancé, en fait, la mode des zombies, là. Et là, le personnage principal est un noir. Et puis, là, ils réussissent finalement à survivre la nuit. Et au matin, on entend les coups de feu à l'extérieur et on voit les chasseurs qui tuent les zombies. Et lui essaye de sortir de la maison parce qu'enfin, il est libéré de sa nuit d'horreur et il se fait tirer par les chasseurs. Là, je ris, mais c'est pas super drôle. Là, mais... Non, mais c'est parce que tu le vois pas venir. J'avoue que ça, c'est un... Non, puis c'est un cachet social hyper intéressant, le fait que le personnage soit noir. On est aux États-Unis, on connaît toute l'histoire de la ségrégation, etc. Non, c'est un bon point, écoute, j'avoue, là. Mais c'est ça, tu le vois pas venir, tu le sais pas trop. Tu sais, tu comprends... Un film finit pas comme ça normalement. Puis là, on revient encore une fois. Là, t'es en 68, on s'attend à des fins plus classiques. Absolument. Avec une finalité, un punch, qui idéalement, qui finissent bien. Là, c'est un peu comme ça quand même que les films sont structurés. Parce que souvent, les fins, c'est toujours un peu la même chose. Là. Le méchant qui rouvre son œil à la fin pour nous dire « Ah, il va avoir une suite, il est pas mort. » Fait que, tu sais, c'est dur des fois d'essayer de trouver autre chose que ça. Là. Ouais, en termes de twist, là, effectivement, la Night of the Living Dead, c'est bien. Tu sais, dans les fins, je dirais peut-être pas twist, mais ambigu, tu sais, The Thing de Carpenter. À la fin, en fait, on reste toujours avec une question... Il en reste deux. Est-ce qu'il y en a pas un des deux qui est aussi la chose? Oui, peut-être. Fait que ça finit sur une note enfin très ambiguë. Mm-hmm. Mais tu sais, une twist, là. Clairement, ça, c'est une question que je vais sûrement revenir plus tard en disant j'aurais dû penser à. Mais écoute, Night of the Living Dead, c'est une bonne tentative, là, j'avoue. Là. Ouais. Tu me donnes le point? Ouais, je te donne le point pour celle-là. Super! Allons-y. Quel film d'horreur t'a donné tes premiers frissons? Écoute, je vais raconter cette histoire-là encore et encore et encore. C'est Vendredi 13. Le premier. Le premier. Ça sort en 80. J'ai 6 ans. L'histoire, c'est que j'ai une sœur plus âgée. À l'époque, il n'y a pas de code au cinéma. Tu sais, dire les films... La règle, notre, au cinéma Orphéon, ici à Mistassini, c'était si le film est considéré pour plus vieux, ben si tu viens avec tes parents, c'est correct. Ma sœur, elle, veut y aller, mais mon père doit me garder aussi ce soir-là. Fait que mon père a la brillance de dire, ben si ma fille, elle peut le voir, mon gars peut le voir. Qui nous amène en sachant pas ce qu'on va voir. Nous, on habite à Vauvert. Vauvert, sur le bord du lac, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent là, dans le bois sur le bord du lac. Écoute, j'ai vu ça m'a traumatisé. J'ai dormi avec mon père et ma mère pendant 1 mois. Avant, je me promenais dans le bois, j'allais jouer. Et là, écoute, tout avait changé dans mon univers. Ça a été vraiment traumatisant et ça a pris des années, mais des dizaines d'années avant que je revoie le film
pour réaliser que c'était pas si épeurant que ça, finalement. Mais moi, ça m'avait complètement traumatisé. Là. Toi? Moi, je dirais avec Evil Dead. OK. J'ai vu ça au cinéparc avec mes parents puis un de mes amis. Puis, écoute, j'avais quand même vu quelques films d'horreur. Là, ma première location, Vendredi 13/3, je l'ai déjà dit. Mais tu sais, très vite, quand on commence à écouter les films d'horreur, moi, je dis souvent, c'est fait en 3 tiers. Il y a le premier tiers où c'est la mise en place des personnages, souvent quelques petits éléments épeurants, mais pas tant. À partir de la deuxième tiers, là, souvent, bon, les gens commencent à disparaître, puis on ouvre la machine au dernier tiers, la survivante, puis on voit le monstre, là, finalement, à la fin. Fait que... Puis, Evil Dead a comme un peu brisé le paramètre où, je me rappelle, tu sais, écoute, je pense que ça commence dans les 15 premières minutes et ça n'arrête pas. Ouais. Je me rappelle, là, écoute, là, je dois avoir peut-être comme 11 ans. À un moment donné, je suis comme essoufflé, là, ça arrête plus, il y a du sang, puis il y a des... ça, à un moment donné, là, je me rappelle, là, j'en ai eu comme... Là, j'étais comme sursaturé, là, c'était comme... écoute, c'était intense. Puis on se remet dans les années 80, là, les films d'horreur sont quand même beaucoup plus... la censure a pris de la place. On est plus frileux, là, mais avec Evil Dead, on est ailleurs. On est ailleurs, là. Ouais. Puis, moi, je vivais en Gaspésie, un petit coin tranquille. C'est pas aussi creux là, que le camp là, dans Evil Dead, mais je suis plus proche de ce genre de milieu-là que la grande ville. Là. Ouais. Puis, fait quoi, Evil Dead, moi, ça a été quand même le premier film. Là, j'ai fait, OK, là, j'en ai plus que je suis capable d'en prendre. Moi, c'était la pochette qui me faisait peur. Fait que je le louais pas parce que j'avais peur d'avoir peur. Je l'ai vu pareil, mais ça a pris un peu plus de temps. Ouais, mais c'était les ligues majeures là, dans le temps. Là. Ah oui, c'est encore aujourd'hui. Oh, ouais, le premier, c'est encore... Il n'y a pas de répit. Là. Il n'y a pas de répit. Pas de répit pour Evil Dead. Oh! Quel est ton film d'horreur étranger préféré et pourquoi? Donc, qui vient de l'étranger, on considère donc pas les États-Unis, c'est ça? On dit Europe ou reste du monde? Ah, ben écoute, je vais y aller avec... j'en aurais plein. En fait, je suis un gros fan de cinéma italien. Je vais y aller avec Promesse Suspiria de Dario Argento. Écoute, au niveau de la réalisation, la musique, toutes les scènes sont étudiées, il y a une minutie. C'est probablement son heure de gloire, Argento, là, ça puis peut-être Profondo Rosso, là, mais... Suspiria, écoute, la réalisation, l'éclairage. Les couleurs. Les couleurs, parce que c'est beaucoup inspiré, entre autres, de films de Walt Disney pour les couleurs, dont, entre autres, la Blanche-Neige et les 7 nains. En fait, c'est le film qui a donné à son directeur photo en disant, moi, je veux un film là, où je veux avoir un éclairage vraiment à la Walt Disney. Ah ouais. Puis en fait, ce qu'ils ont même été obligés de faire, c'est ils ont pris une pellicule spéciale qui, en fait, est comme superposition de 3 couleurs primaires. Fait qu'ils ont réussi comme à, justement, avec ce type de pellicule-là, d'aller chercher des rouges intenses, là, du bleu. Ouais. Écoute, visuellement, là, c'est un must. Là. Toi? Ben, ce que j'aime, toi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Moi, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film important dans l'histoire du cinéma qui m'a beaucoup marqué. Les gens ne seront pas surpris. Godzilla 1954, Haji Tsuburaya qui fait des effets spéciaux avec les maquettes, tout ça. Pourquoi? Ben, ça crée le mythe des monts géants. Moi, je suis un gros fan de films de monts géants, mais c'est aussi la peur de l'humanité, du nucléaire qui est derrière tout ça, le traumatisme du peuple japonais. Je sais pas pourquoi ça m'a autant marqué, mais clairement, ça a parti quelque chose. Ça l'a amené à un autre type d'horreur, un autre type de réalisation. Puis là, c'était des défis techniques, là, parce que là, il faut réaliser là, que quand Tsuburaya créait les maquettes, puis les inondait, c'était un one-shot deal, ce qui faisait la maquette. Et à l'époque, Tsuburaya, il y avait l'équipement le plus sophistiqué au monde pour faire des effets spéciaux. Il y avait un studio dans le monde qui avait le même équipement que lui, et c'était Disney, pour faire du pouce sur ça. Et les gens, ce qu'ils réalisent pas, c'est si vous le réécoutez, souvent, on voit très peu Godzilla en entier. On va voir beaucoup le haut ou les jambes marcher sur la ville. Et ça, c'était dû à un fait très simple, c'est que le costume de Godzilla pesait 200 kilos. Ce qui fait que quand il n'y avait pas de système d'aération, quand le comédien était à l'intérieur, il y avait
moins de 2 minutes avant de s'évanouir parce qu'il était plus capable de respirer. Fait qu'il fallait tourner rapidement ou tourner des scènes où il n'y avait pas les culottes, donc on tournait le haut, ou il y avait juste les culottes. On enlevait, on était capable de tourner comme ça. Et il faut savoir qu'au Hollywood Hall of Fame japonais, là, les acteurs qui ont joué Godzilla sont considérés comme des très, très grandes vedettes au Japon. Mais tu sais, je vais pousser un peu là-dessus aussi. Godzilla, bon, tu sais, on regarde ça aujourd'hui, mettons, avec un œil différent, puis il y a eu des phases. Oui. Je dirais, il y a eu la phase un peu plus, vraiment plus horreur, je peux dire. Il y a eu la phase un peu plus, quasiment émission pour enfants. Dans les années 60-70, là, c'était plus un show de lutte. Oui, clairement. Puis, tu sais, le public est pour enfants. Après ça, on redevient dans le plus sérieux. Là, aujourd'hui, tu sais, je pense que c'est redevenu un peu plus que c'était à l'origine. Mais, tu sais, faut quand même remonter. Là, tu sais, c'était en 54, je pense, le premier, si ma mémoire est bonne. Puis, tu sais, on est... Tu sais, Ça fait 9 ans que la bombe nucléaire est tombée. Ouais. Fait que ça, on peut pas l'enlever. Là. Quand les gens voient ça en 54, et, je veux dire, sont encore connectés au Japon à la tragédie. Là. Ouais. Fait que c'est pas le même niveau de recul qu'on a aujourd'hui. Ben non, aujourd'hui, on regarde ça puis c'est un peu drôle. Là. Mais tu sais, c'était la personnification de la tragédie atomique. C'était moi? Ah ouais? Vas-y, ta petite main agile. Ma petite main agile. Préfères-tu les films d'horreur contemporains ou les classiques? Écoute, moi, je suis un fan de classiques. À un moment donné dans ma vie, je voulais tout voir ce qui sortait, etc. Puis je trouve qu'on s'est épuisé à un moment donné, puis que ça a changé beaucoup ce qui nous fait peur. Moi, j'aime beaucoup les ambiances. C'est ce que j'aimais de la Hammer, tu sais, je veux dire, ou Amicus, ou... c'est pas tellement épeurant, ou la Universal, tu sais, mais il y a un jeu. Il y a un jeu très shakespearien, des acteurs britanniques, là, tu sais, les Vincent Price, les Christopher Lee. Écoute, ils sont hallucinants au niveau de leur jeu. Même là, les Lugosi puis Karlov, je trouve que Lon Chaney... C'est Vincent Price, je veux dire, avec sa façon de parler très théâtrale. Qui était quand même hyper sympathique, là. Puis qui a joué dans tellement de films, mais il y avait quelque chose, tu sais. Dans l'épisode précédent, on parlait de La Mouche, mais si vous n'avez jamais vu La Mouche, la première version de ça, là, avec Vincent Price, là, il y a quelque chose là-dedans, puis ça reste un peu troublant, là. En tout cas, moi, c'est... En fait, aujourd'hui, c'est ce que j'aime revoir. Ou, tu sais, les Jello, justement, revoir ça, ça me fait plus plaisir que d'avoir aujourd'hui des films qui sont montés à une vitesse qu'on dirait que mon âge est plus capable de suivre, puis ça fait que je décroche parce que je comprends plus rien dans ce qui se passe dans l'action. Je trouvais qu'on avait une lenteur. Je comprends qu'on fait peut-être moins de sauts, on vient moins de nous brasser à la patate, là, mais il y avait quelque chose dans l'horreur où l'ambiance créait davantage. Des fois, il se passe rien, puis t'as peur pareil. Ben là, je trouve ça plus réussi que quand il se passe bien trop d'affaires au bout du compte, puis ça, je sais pas. Toi? Clairement, les classiques, là, je te dirais, de par le fait que j'en ai consommé énormément, que j'en consomme encore énormément. Mais tu sais, ce qui m'amène à l'horreur contemporaine, je t'avouerais que, tu sais, au fil des années, j'ai plus de misère à accrocher. J'ai moins de temps aussi, là, tu sais, la réalité est quand même celle-là. Je veux dire, si j'avais 18 ans aujourd'hui, probablement que j'aurais, tu sais, j'en consommerais abondamment, fait que j'aurais le temps aussi de faire un tri. Je trouve que c'est... Il y a des trucs que j'aime avec quand même le contemporain, c'est que, tu sais, maintenant, tu sais, oui, tu as toujours des blockbusters, là, des films à gros budget, mais de par l'accessibilité des moyens vidéo, tu sais, il y a... Tu sais, le petit budget côtoie le grand budget. Là, moi, bon, je suis toujours abonné à Shudder, fait que des fois... Mais, tu sais, on dirait que ce qui me manque aujourd'hui, c'est les repères pour m'orienter un peu dans le labyrinthe des nouveaux réalisateurs, des nouveaux films. On dirait que... Il y a tellement rendu des plateformes. Dans le temps, c'était simple. Tu allais aux vidéos, tu découvrais, tu regardais. Là, il y a tellement de possibilités que des fois, ça devient même complexe. Là. Tout à fait. Fait que j'ai plus de misère à accrocher, là, je te dirais, à l'horreur moderne. Souvent aussi, j'ai l'impression que c'est du déjà vu parce que c'est du... Ben parce que, tu sais, faut quand même se dire des choses. Là, quand ça fait à peu près 40 ans que tu écoutes des films d'horreur, je veux dire, à un moment donné, ça se peut aussi que c'est du déjà vu parce que... que le scénario te fasse pas. Wow, ça a été fait 14 fois cette histoire-là. Bon, fait que oui, à travers ça, tu as quand même, je dirais, tu sais, de temps en temps, des choses qui sortent du lot, là, comme un film que j'ai aimé récemment, Kill List, c'est vraiment un film étrange, scénario, tu sais, vraiment différent, mais
de façon générale, là, les films récents, là, j'ai plus de difficultés là, à accrocher. Malheureusement, là, je pense qu'on finit par être confronté aussi au fait que graduellement, on est un peu moins de notre époque. Là. Ouais, mais tu vois, moi, je suis un gros fan de science-fiction, peut-être encore plus que d'horreur. Puis même là, je vais préférer les classiques. Même si aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de rendre la science-fiction beaucoup plus réaliste, je trouve que les univers de science-fiction des années 50, 60, 70 sont beaucoup plus intéressants. C'est peut-être moi aussi qui est vieux. Ouais, qui est écoute, Est-ce que c'est ça, un has-been? Ouais. On finit tout là. Hein. Ouais. OK. Prochaine question. Y a-t-il un film d'horreur que tu considères comme un chef-d'œuvre méconnu? Oh, c'est une très bonne question, ça. Parce que des fois, quand on est dans le monde des films d'horreur, on a l'impression qu'on est déjà dans une bulle de privilégiés, là, puis que les gens connaissent un peu toutes les mêmes affaires. Hey, écoute, je vais y aller avec le T-shirt du moment, de Changeling. C'était pas prévu, là, mais c'est un film canadien. Un film de fantôme qui n'a pas nécessairement... Je pense pas qu'il y a eu la visibilité qu'il aurait dû. C'est une réalisation très classique. Là. C'est de mémoire, je pense, Changeling, c'est début des années 80. Ça se passe vraiment dans une vieille maison. C'est l'histoire classique de fantôme, mais la réalisation, la musique... C'est un film, je vais le dire de même, qui a de la classe. Là. Un peu... les pieux... les pieux on parlait de fantastique puis de fantôme. Là. Mais c'est ça, c'est une réalisation classique, je dirais en finesse. Fait que, je pense que quand on veut voir un film un peu d'une autre époque, qui n'a rien envié en termes de réalisation, là, clairement, là, si vous ne saviez pas quoi louer à un moment donné ou regarder, ça peut être un film intéressant à voir. Là. Ouais. Hey, je suis embêté. J'essaie de réfléchir à... J'ai-tu le droit de passer mon tour sur une question? Sinon, je vais empiéter sur... encore, on parle de films récents, de Void. The Void, c'est vrai que c'est intéressant. Je dirais c'est parce que la plupart des gens ont vu The Thing. Là. Oui. Mais, un peu dans le même genre, mais un peu là, champ gauche, où les gens, peut-être, là, encore une fois, on avait déjà parlé d'horreur cosmique. Là. Ouais. Je pense que c'est un... Probablement que dans 10-20 ans, c'est un film qui va être encore dans la conversation, là, et qui mérite d'être vu. Des effets spéciaux plus classiques aussi. On n'est pas dans le CGI, on est vraiment dans le bon vieux latex, là, mais bien réussi. Là. Ça peut être quelque chose, je pense, qui... dans les chefs-d'œuvre un peu méconnus. À mon avis, en tout cas, moi, j'ai adoré. Là, ça, c'est rare maintenant que je vais réécouter des films récents, là, chroniquement, mais je l'ai écouté 4-5 fois. Là. Ben écoute, je vais me lancer là, avec un film avec lequel je pense, puis que j'ai pas vu depuis longtemps, mais je suis pas certain que les gens le connaissent. C'est The People Under the Stair. Parce que... Wes Craven. C'est Wes Craven, mais que ça se passe dans une maison, puis on sort pas de la maison, mais il y a comme plein de cachettes. Moi, quand ça me faisait triper plus jeune, parce que j'ai toujours aimé ça, un peu le côté pièce secrète, mur, puis là, on est beaucoup là-dedans. Puis comme c'est un enfant qui a le rôle principal, on n'est pas tellement dans l'horreur gore, on est plus dans l'ambiance. Puis moi, je me rappelle que j'avais trouvé ce film-là extrêmement efficace, que ça avait terminé, puis j'avais l'impression que c'était passé une demi-heure, même si le film durait presque 2 heures, parce que je trouvais que c'était vraiment réussi au niveau du rythme. Maintenant, je mets un bémol, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, peut-être que c'est pas si bon que ça. Non, ben ça peut donner ça peut valoir la peine de le revoir. Là. Puis effectivement, c'est pas un film qui a... On a nécessairement entendu parler beaucoup, là, mais il était quand même, je dirais, innovateur là, sur plein de points. Là. Ouais. Je te laisse piger, mon cher. Surprends-moi. Quel film d'horreur t'a le plus surpris par son retournement de situation? Ouais, où on s'attend pas à ce qui va se passer, là. Par retournement de situation, ouais, j'aime ça. Ben, écoute, c'est sûr que quand c'est inattendu puis ça nous surprend, moi, je vais revenir à ma peur d'enfance du premier vendredi 13, mais quand tu réalises que c'est la mère... Oups, que j'ai gâché les films. Non, mais tu sais, quand tu réalises que c'est la mère, là, tout le film change de sens, tu sais. La petite madame qui a de l'air super gentille, bienveillante, puis à un moment donné, même dans son regard, dans le jeu de l'actrice, là, ça a vraiment changé, là. Spontanément, c'est à ça que je pense. Puis, ben, tous les films où justement, là, tu fais comme, OK, c'est ça qui se passe, tu sais. Depuis le début, ou un film qui est pas très...
je dirais pas très réussi. Bah, c'est pas un grand film, mais ça reste que le retournement, moi, j'avais trippé, c'est From Dusk Till Dawn, où tu as l'impression d'être pas dans un film d'horreur. Puis à la moitié du film, tu réalises que c'était un film de vampire. Mais ben, ça devient n'importe quoi, là. Mais jusqu'à la moitié du film, t'es zéro. Il n'y a aucune trace, aucun indice que t'es dans un film de vampire. Puis quand ça décolle, mon Dieu Seigneur, là, je trouve que c'est un retournement où j'ai fait « Hein? » Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le film à cause de ça. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que depuis le début que t'es dans ce film-là, mais on t'a juste pas donné d'indice pour le comprendre. T'sais. Ouais, ça, c'est un bel exemple, là, effectivement, parce que, tu sais, je dirais que le premier, peut-être 40 minutes, on est dans un film un peu à la Tarantino, là. Puis, tu sais, c'est très Tarantino. Oui, c'est Robert Rodriguez. On les connaît de par leur collaboration. Tarantino joue d'ailleurs dedans. Oui, absolument. Puis on a l'impression qu'on est dans des cinglés qui vont tuer tout le monde. Puis clairement, là, je pense que c'est d'autant plus réussi quand on n'a pas d'idée que c'est un film de vampire. Puis là, effectivement, là, à un moment donné... Aïe, où c'est qu'on est rendu? Où c'est qu'on est rendu? Puis ça part ailleurs. Il y a un changement de ton dans ce film-là vraiment intéressant. Là. C'est un bon point. Là. Mais écoute, j'ai pas vraiment d'idée là, non plus au niveau des retournements. J'ai nommé là, à un moment donné Kill List. Là. Au début, là, en fait, on dirait que l'histoire est construite autour de ce qu'on a l'impression est un peu d'un drame humain. Puis finalement, c'est qu'on lit mal la situation, puis ça devient d'autres choses. Là. Je veux pas vendre le punch parce que c'est un film plus récent. Mais écoute, je reviens, parce qu'on parle de certains films, ça nous remet en tête. Psychose aussi, là, il y a quand même un revirement aussi de situation où on s'attend finalement que ce soit la mère pour se rendre compte que ça peut pas être elle. Là. Oui, puis même, même avant ça, parce qu'à l'époque, le grand traumatisme du film vient du fait que l'actrice principale, qui est la vedette, qui souhaite la vedette du film, en une demi-heure, elle est morte, là. Ça n'arrivait pas, là. La vedette du film ne meurt pas, là. Non. Ça avait été un retournement qui avait surpris beaucoup de monde, tu sais. Ouais. Très déstabilisant, parce qu'en fait, on ne sait plus à qui s'identifier. Ouais. Donc là, le spectateur se cherche un point d'assise. Ouais. Effectivement, oui, bon point. On s'en fait poser des bonnes. On s'en fait poser des bonnes. OK. Y a-t-il un film d'horreur que tu as trouvé surprenamment drôle malgré son genre? Films d'horreur qui nous font rire, même si c'est pas supposé d'être drôle. Écoute, il y en a beaucoup. Là. C'est souvent dans l'ordre du mauvais film involontaire. Là. Oui, c'est ça. Écoute, as-tu une idée? Là? Ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé la créativité d'un film, mettons, comme Killer Clown from Outer Space, où, c'est très sérieux, là, tu sais, dans le sens, c'est pas fait drôle, mais comme c'est des clowns, je trouve qu'il y a des twists tu sais, qui vont utiliser toutes les stratégies que les clowns utilisent pour faire rire, mais pour tuer. Puis moi, ça me faisait beaucoup rire, là, ce genre de film-là, là, où tu fais comme, mon Dieu, oui, c'est du série B, mais tu fais comme... Ouais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça drôle. Écoute, je viens de le trouver, là. Burial Ground. C'est un film italien, écoute, de mémoire, peut-être 1983. Pour peut-être une mise en contexte, là, tu vas le replacer, en fait. Il y a une scène là. En fait, il y a un des personnages qui est supposé être un enfant, mais comme il y a des scènes un peu border, ils ont pris un adulte qui doit avoir à peu près 30 ans, qui est juste petit et chétif, puis il joue le rôle d'un enfant, mais... Écoute, c'est inimitable. Il y a des scènes là-dedans, là, complètement. C'est Bruno Mattei, le réalisateur. Mais ça se veut drôle ou ça se veut pas non, drôle? Ça se veut... C'est pas initialement, ça se veut pas drôle. Là. C'est vraiment un film un peu... C'est un peu des imitations des films Fulci de zombies, un peu, mais moche, là. Mais écoute, c'est involontairement drôle, là. De par l'espèce de nabo qui est supposé être un enfant, puis on y croit pas une seconde que c'est un enfant, mais... Ça crée des scènes. Là. Burial Ground, là, clairement, il faut voir ça. Là. C'est magique. Ah ouais, super. J'aime ça. C'est à moi, c'est à toi? Je pense vu que tu l'as dans les mains, je pense que c'est à moi. Notre dernière question. Oh. Quel film d'horreur aurais-tu aimé voir au cinéma à sa sortie? Ah, ça, c'est une belle question, ça. Ouais, c'est une très belle question. Je pense que pour... Ben, tu sais, j'étais trop jeune, là, mais tu sais, moi, j'ai un grand attachement pour Texas Chainsaw Massacre, le premier, qui a été tourné 1 an après les événements là, Dead Game et tout ça.
Puis moi, c'est un film que je trouve esthétiquement encore aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas grand-chose d'épeurant. On voit le tueur, même 10 minutes dans le film à peu près. Mais il y a des scènes complètement traumatisantes. Puis aujourd'hui, je le réécoute, puis je me dis tout le temps, mon Dieu, je comprends pourquoi c'est venu chercher le monde. On est ailleurs. La scène du repas avec le gros plan sur l'œil, là, je m'excuse, mais ça, là, mon Dieu, ça c'est fréquent. Puis, les grands classiques, là, tu sais, Exorcist aussi, là, quand ça a sorti, être dans la salle à ce moment-là, là, tu devais faire « Mon Dieu Seigneur ». Puis là, il faut oublier qu'à l'époque où c'est sorti, là, la société est encore très religieuse, très pieuse, on croit à ça. Aujourd'hui, j'ai un autre rapport avec ce film-là que je trouve quand même très bien fait, mais il n'y a plus l'impact qu'il y a en 1974. Mais non, mais à l'époque, mon Dieu, j'aurais aimé ça voir ça. Oui, écoute, en fait, c'est plus quelque chose que j'ai failli, mais j'ai pas réussi. En fait, écoute, c'est Fright Night. Il était en programme double au cinéma. Puis je voulais y aller pour ma fête, mais finalement, écoute, j'avais invité des amis, mes parents sont pas trop sûrs que c'est une bonne idée d'amener une gang de jeunes voir un film d'horreur. Finalement, bon, il n'y a pas été. C'était peut-être une bonne décision, là, mais j'ai quand même regretté longtemps de ne pas avoir vu ce film-là, qui était un film là, fantastique. Je veux te dire que moi, j'aurais pas pu le nommer parce que je l'ai vu quand il est sorti. Ici, là, au cinéma Orphéon, on est allé tous les vendredis, on voyait tous les films, en fait. On avait rien que ça à faire et on était ados à Mistassini. Moi, j'étais à Sainte-Marguerite, là, tu sais. Et non, ça a été un grand, grand coup de cœur. Fright Night, je regrette, là. Mais bon, écoute. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Merci beaucoup de votre participation, vos fantastiques questions. Merci, Jimmy, d'avoir participé. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on sort de la jarre de Satan. On vous garde une surprise. Soyez des nôtres pour l'épisode 3 de Vidéo Terreur. Bye bye.